Mais on va peut-être commencer cette émission en parlant de ce qui vous est arrivé sur le plan physique. Quand vous avez décidé d'adapter et de filmer Les Mystères de Lisbonne, vous apprenez simultanément que vous êtes malade. Oui, juste, en même temps, il a été question même d'arrêter les tournages, tout, je dis, mais si la maladie est moins grave, bon, on verra bien après, si elle est grave, c'est pas la peine d'arrêter. Et donc, je fais les films avec cette dimension-là, ce qui a donné, je suppose, quelque chose de supplémentaire au film. Je suppose une espèce de gravité, ou en tout cas de solennité. La maladie, c'était pas une maladie douloureuse, simplement, il me restait très peu de foie. Donc c'était La viscère, et un beaucoup, cancer mais du beaucoup foie. de foie dans le sens. L'autre. L'autre foi, la vraie Et foi, celle qui vous donc d'un tourmente coup, depuis c'est longtemps. l'autre qui l'a emporté. Comment s'est déroulé ce tournage? Car quand on voit le film, on est absolument esbody, ébloui par la beauté des cadres, par la qualité de la lumière, la direction d'acteurs, la somptuosité des décors. Or, il semble que vous avez tourné avec très peu de moyens et Oh, je dans dirais deux pas ou ça, trois hein. pièces. Je dirais pas, il avait assez de moyens, finalement. J'ai eu le droit aux meilleurs comédiens portugais, de tous les niveaux, c'est-à-dire des stars de la télé brésilienne même, à des comédiens plus sévères, plus stricts du théâtre. Comme quoi j'ai pu mélanger de différentes manières de jouer. Ils sont pu finalement, depuis le temps que je tourne au Portugal, ils sont pu tourner en langue portugaise. Et Que vous maîtrisez parfaitement, donc vous êtes trilingue. j'essayais pas ça. Je crois que les Portugais, c'est une langue tellement évasive, élusive, que c'est difficile pour moi à cause de la. Elle est très proche de l'espagnol et ça, c'est une proximité, une fausse proximité. Ça éloigne plutôt. Ça, c'est pas seulement parce qu'un seul mot veut dire une chose en espagnol et une autre chose en portugais, mais aussi parce que, comment dire, le système métaphorique, la manière comme se génèrent les métaphores est différente en espagnol et en portugais. Ça bouge pas dans le même sens. Et donc l'imaginaire est différent. N'empêche qu'on peut être fasciné, ébloui par Fernando Pessoa, par les grands écrivains portugais, par Castelo Branco, et même les autres Zacarneiro, Almeida Negreiros, et tant d'autres. Hein. Mais c'est des littératures qu'on connaît très peu en France. Et d'ailleurs, à l'occasion du succès des Mystères de Lisbonne, le livre a enfin pu être traduit pour la première fois. Et ce texte, vous l'aviez lu à quel âge? Ah non, non, ça, je ne connaissais pas. Je connaissais plusieurs livres de Camilo Castelo Branco, mais pas celui-là. C'est Paulo qui a. Paolo Branco, votre Paulo producteur. Branco qui a. Quelque part, c'est sa secrétaire, comme elle a dit, c'est le film de sa vie, dans le sens qu'il a toujours voulu faire ça. Et il ne trouvait pas l'occasion, les moyens, la raison, et avec qui. Et d'un coup, tout ça s'est venu ensemble. Et c'était même jusqu'à la fin pas très clair, parce qu'il m'avait proposé aussi un autre roman de Don DeLillo. C'est vraiment très différent. Hein. Oui, c'est pas du tout le même registre ni la même époque. Oui. Et, et Castelo Branco, moi je le sentais proche, parce que j'ai fréquenté dans ma jeunesse lointaine, et j'ai fréquenté les feuilletons télé, les novellas. J'ai participé, je travaillais dans des novellas quand j'avais 20 ans. Je faisais d'un côté théâtre d'avant-garde, de l'autre côté novellas, fin des chapitres, comme scénariste. Et je me posais une seule question, comment ça se fait qu'on peut faire, avec ce système narratif, on peut faire des choses bien meilleures de ce qu'on fait. Comme quoi je me disais, il doit avoir du mépris de la part déjà de ceux qui fabriquent la chose, des auteurs.
Donc ils les font, comme on dit, pour des raisons alimentaires ou autres. Ils n'ont pas ni les plaisirs, ils sont un peu honteux. Non, et ça n'a pas changé d'ailleurs. En Amérique latine, les comédiens qui jouent dans des novellas et qui sont très connus, célèbres, sont presque vénérés, pour se ressourcer, comme on dit, pour s'excuser de ce péché capital, ils font du théâtre, un théâtre très pointu. Comme ça, et moi, quelque part, je faisais ça. Hein. Je faisais une novella d'un côté, un peu, et bon, il faudrait que, bon, je suis comme je suis. Ben, je faisais aussi les émissions sportives, les montages des actualités, donc... et j'animais des groupes c'est des groupes de philosophes dissidents dans les cafés chiliens des années 60. Dissident, ça veut dire anti-heideggerien et anti-scolastique. Donc, plutôt britannique. C'était Bertrand Russell, c'est positiviste. Et tout ça, à la longue, dans les années, c'est mélangé. Hein, les côtés, soi-disant, théologiens ou scolastiques viennent plutôt de Bertrand Russell que les scolastiques que je connais, mais les types d'argumentation avec les jeux des paradoxes, c'est plutôt... Je les dois plutôt à Bertrand Russell. Pour vous donner un exemple, il y a un texte cité, que j'ai vu citer, de Saint-Augustin, qui dit « Le miracle ne va pas contre les lois de la nature, mais contre l'idée qu'on se fait des lois de la nature. » Voilà. C'est très bien, c'est très moderne, mettons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle. Parce que le miracle, c'est quoi? C'est l'intervention directe de la divinité dans les temps. Il s'intègre dans les temps et il modifie. Il change. Ça, c'est un miracle. Si le miracle ne va pas contre les lois de la nature, ce qu'on appelle miracle, c'est une faute de perception de la réalité. Ce personnage qui flotte dans l'air, il flotte dans l'air pour nous, mais il doit avoir des raisons que nous, on ne peut pas expliquer encore. Donc, Saint-Augustin donne un contre-argument. Donc, cette vision le double aspect de certaines affirmations des théologiens, c'est ce qui me fascine parce que c'est au fond, dans les politiques profondes, ça existe. La défense de la torture par saint Thomas, par exemple, c'est une chose qui est très, très frappante, en train de décrire les maux de l'enfer, la souffrance des condamnés dans l'enfer, que je ne sais pas comment il a appris ça, mais il décrit avec beaucoup de détails. Et puis, pour éviter ça, il faudrait faire souffrir dans ce monde pour éviter les souffrances dans l'autre monde. Nous allons écouter la voix de Roland Barthes, qui va nous parler du plaisir de l'image, et il va faire la distinction que vous connaissez, Raoul, entre l'image fixe et l'image mobile, en disant que lui, il est plus attiré par l'image fixe et par la peinture. C'est une archive de l'INA, donc du 7 décembre 1977, et je pense que vous êtes du côté de Roland Barthes. Le plaisir de l'image est très ambigu pour moi. C'est pas un plaisir pur. On pourra revenir là-dessus un petit peu. Et je dirais que certes, j'aime les images, mais que l'image, au fond, est pour moi peut-être fondamentalement douloureuse. Et je ferai une très grande différence en ce qui me concerne entre l'image, disons, dite fixe et l'image mobile. Oui. Bon, je sais que c'est une vieille division, qu'on peut la récuser à bien des égards, qu'il faut s'en méfier, mais pour moi, elle joue beaucoup. Et ça explique tous mes démêlés avec le cinéma. J'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'étais rétif au cinéma, car je suis rétif au cinéma, j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à en parler, tandis qu'au contraire, j'éprouve une
très très grande attirance pour tout ce qui est de l'ordre de la photographie et de la peinture aussi, disons, de l'image fixe. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Sur le cinéma, je m'interroge depuis très longtemps, sans très bien savoir pourquoi je résiste. Est-ce que c'est parce que l'image s'effectue trop dans une durée qui l'abolit et qui vous angoisse? Le cinéma ne m'angoisse pas, il m'ennuie, n'est-ce pas? Il faut dire les choses beaucoup plus brutalement. Pas tout, bien sûr. Alors que on sait très bien qu'il y a des cinéastes que j'adore et c'est une résistance qui comporte des exceptions. Ce sont des partis pris esthétiques, n'est-ce pas, qui s'ancrent dans le corps, parce que l'esthétique, c'est pas comme ça un système de représentation abstrait. Une esthétique, ça fait partie d'un corps, hein, c'est un système de valeurs qui fait partie d'un corps. Et au fond, le cinéma, pour moi, j'ai l'impression que c'est trop riche. C'est trop riche. Trop de choses se passent, n'est-ce pas? Dans la mobilité même du film, dans une minute de mobilité, cette minute est d'une mobilité, d'une richesse qui m'épuise un peu. Et c'est à relier, je crois, à ce que nous disions la dernière fois, sur le goût de l'interruption, le goût des formes brèves, le goût que j'ai des représentations lithotiques, des représentations elliptiques, le goût de l'éclat, de l'éclair, de ce qui passe et puis qui disparaît, le goût de la brièveté. Il y a trop de choses dans une image de cinéma, Raoul Ruiz? Il y a par définition trop de choses. Mais il a tout à fait raison de ce point de vue. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir trop de choses? Et puis une petite remarque. En cinéma, jusqu'à l'invention du digital, enfin de la vidéo plutôt que le digital, parce que le digital c'est encore différent, et on ne voit qu'avec des images fixes. Les images mobiles, c'est 24 fois des images fixes. Là, j'ai aperçu, on m'a signalé un essai de Crick, celui qui a fait le décryptage du génome humain, hein, un des deux, Crick et Watson, je crois, et qu'il dit que nous percevons dans la vie réelle, ici, que des images fixes que nous mettons en mouvement. Alors, est-ce que tout le monde, si c'est vrai, est-ce que tout le monde met les images en mouvement et qu'on a les mêmes types de mouvements, la même durée, la même cadence de mouvement? C'est toute une question, là. Mais je suis sûr qu'on voit en image fixe les films, en tout cas, au début. Mes premières expériences de cinéma, c'est pas que je voyais toutes les images fixes, mais je voyais que les mouvements n'avaient rien à voir avec les mouvements de la vie réelle. Et puis j'ai perdu cette espèce de force, de naïveté, d'émerveillement. Parce que c'était pas seulement de la photogénie, c'est-à-dire cette impression que ce sont des images dont la lumière sont des ombres lumineuses. Et c'était plus que ça. Il y avait dans l'espèce de sensation de fourmillement qui donne l'effet qu'il y a des images fixes derrière, il y avait une force supplémentaire qui allait au-delà de ce qu'on représentait, les batailles, je sais pas, les scènes de quoi que ce soit, d'amour, etc. Et ça me tracasse encore parce que les débordements, qui est une expression, c'est pas du français, je crois, qui m'a dit que c'est pas du français. Si, c'est Dominique du français. Lestel, un éthologue. Il parle de rapport avec les animaux. Et moi, j'ai toujours senti que le cinéma, en tant que phénomène, en tant qu'organisme vivant, je le sens comme un organisme vivant, les films faits avec des petits morceaux, des choses qui fonctionnent comme organisme, dans le sens de la partie et le tout font une espèce de cercle vicieux. Et ces organismes vivants, lui, il parle, Lestel, il s'intéresse sur les rapports des animaux et des hommes, évidemment. Et il dit que dans les rapports avec les animaux domestiques ou avec les singes supérieurs, il y a une espèce d'ivresse du débordement. C'est-à-dire qu'il y a exaltation, et ça va au-delà de ce que ça devrait être le cas. C'est-à-dire un chat, il est là, on s'amuse, il s'amuse, et voilà, et ça devrait s'arrêter, c'est tout.
Mais après, il y a quelque chose comme une espèce de rapport très, très intense, et surtout avec les singes supérieurs, mais les chats et les chiens aussi, c'est vrai ce que disent les apiculteurs avec les abeilles. Bon, donc avec des organismes socialement constitués, comme les abeilles et les fourmis. Et donc, les rapports avec les animaux et les rapports avec le cinéma, pour moi, je dirais pas que c'est la même chose, mais les images du cinéma sont des images vivantes, sont des organismes vivants et indépendants. Et puis, une autre idée qui est une idée un peu... Tout ça, c'est du domaine, enfin, ça frôle toujours la paranoïa, voilà. Enfin, la folie, quoi. Et c'est que j'ai senti, quand je vois un film, c'est moi qui projette un peu en avant le film, qu'ensuite est assimilé dans la durée, dans les processus de projection, et il m'est renvoyé. Donc je vois les films que je projette pratiquement simultanément, un peu à la manière de ces très curieux physiciens Costa du Beauregard. Je retiens le nom à cause de... C'est un nom qu'on ne peut pas oublier, Costa du Beauregard, qui est pour expliquer les histoires des photons, comment ça se fait que, comment distingue, si on met deux trous, les photons partent dans un trou ou dans l'autre, comment on fait. Et il avait inventé un espèce de un photomessager qui allait en avant, regardait les terrains, il revenait, il donnait des instructions au deuxième photon qui partait. J'ai simplifié, je suis en train de rendre un peu une fable, ce qu'il raconte de manière un peu plus technique. Mais cette idée qu'on est en train, c'est un va-et-vient pendant la projection d'un film. Surtout un film, il le faut, si possible, un film en 24 images par seconde, noir et blanc, et sans la pancarte qui dit « exit », sortie. Sans des éléments qui perturbent la salle, la chambre noire. Mais c'est un peu l'impression qu'on ressent physiquement et psychiquement quand on voit votre dernier film, Raoul Ruiz, Les Mystères de Lisbonne. C'est qu'effectivement, nous sommes aspirés par le récit. Pour une fois, c'est un de vos films avec une continuité narrative, mais des bifurcations incessantes. On a l'impression d'être aspiré dans une temporalité qui ne vous appartient qu'à vous. Donc on part avec vous dans votre imaginaire. Il y a une multiplicité de personnages. Certains vont disparaître, ils vont réapparaître. Il y en a qui vont être permanents, d'autres récurrents. Et on a l'impression qu'effectivement, on a toujours, nous, en tant que spectateurs, une longueur de retard par rapport à ce que le film nous propose. Comment arrivez-vous à construire ce type d'architecture à la fois visuelle, mais aussi psychique? Bon, je suis d'accord que les retards, mais les retards, ça va de soi. Pour moi, c'est normal. Ce qui m'étonne surtout, c'est parfois avoir l'impression qu'on a aussi, et pas moi, mais tout le monde, on est en avance aussi. Pas seulement parce qu'on fait des paris sur ce qui va se passer, pas sur les événements, mais sur la nature même de l'image cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai va-et-vient, un vrai circuit fermé. Et alors, il y a un élément supplémentaire dans Les Mystères de Lisbonne, c'est la haute définition, c'est la nouvelle technique. C'est la haute définition de l'état actuel donne un effet d'hyperréalité, donc ça c'est connu. Donc hyperréalisme, il y a eu un mouvement qui s'appelait comme ça. Et cet effet, je l'ai reconnu, quand je l'ai vu, les premières images déjà élaborées de Mystères de Lisbonne, je l'ai ressenti à l'hôpital pendant entre opération et opération, sous l'effet des opiacés qu'on utilise pour endormir, comme anesthésie, qui dure des jours. Et on utilise de plus en plus des opiacés, et ça fait des rêves. Là, j'ai reconnu tout ce qu'il racontait de Quincy, Baudelaire, enfin, tout ce qu'on raconte sur les paradis artificiels, cette hyper-réalité. Et ça existe dans les images des Mystères de Lisbonne. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait beaucoup de plans séquences et que j'ai pu renoncer à la dictature me libérer de la dictature du gros plan.
donc du champ contre champ, c'est-à-dire les visages. Si on met du visage là, Barthes, il serait sorti de la salle parce que les gros plans a tellement de données qu'on voit tout. On voit tout, on voit même, on peut deviner tout ce qu'on a mangé à midi. Et alors, pour travailler la mise en scène, il faut mieux travailler des plans moyens et des plans lointains, éloignés, et de faire des gros plans avec les sons. Quelqu'un peut être à 104 mètres et parler, comme faisaient les films russes à une époque. Il parlait d'une voix très grave et très proche. Et on a un gros plan qu'on s'invente. Et maintenant, avec les digitales, on les voit. C'est-à-dire que les yeux peuvent rentrer dans le cadre et voir parfaitement les gros plans avec des détails, même s'il est à 15 mètres de la caméra. Donc ça donne un élément envoûtant. On peut s'en servir ou pas, mais ça donne un élément très proche du 3D sans le mal à la tête, pour simplifier. C'est-à-dire ça, on n'a pas l'effort qu'il faut faire quand on voit un film en 3 dimensions. Mais on a cet effet, quand j'ai reconnu cette image avec les opiacés, je me souviens que pendant ces rêves, qui étaient des rêves, cet état qu'on appelle le syndrome confusionnel, quand on n'est pas capable de séparer les rêves de la réalité, pour de vrai, c'est-à-dire que tout se mélange. Dans ce cas, je me disais, j'ai dit, c'est la première chose que je disais à Valéria et à mes... Valéria, qui est votre épouse et qui est votre monteuse aussi. Oui. Dans tous vos films. Mais je suis pas d'accord avec l'esthétique. Je me suis dit, tu parles de quoi? Putain, je n'aime pas cette esthétique. Et elle m'a dit quoi? C'est trop Sonia Delaunay. Alors ça donne un côté, Le Monde a un côté Galerie Lafayette qui me déplaît. Et puis en repensant, elle dit, mais il y a très peu de films qui ont été faits sous cet effet qui est d'hyper-réalité et des syndromes confusionnels, des mélanges. Je me dis, mais il y avait un, on n'y pense pas trop, c'est le cabinet du docteur Caligaris. Et d'ailleurs, il y a un côté, Sonia Delaunay aussi, il y a un côté, officiellement, c'est de l'expressionnisme, mais c'est du cubisme, c'est plus, on peut mettre tous les ismes qu'on veut. Mais le fait, c'est que là, le sujet même, qui est dans les processus du film, des visionnages du film, c'est les syndromes confusionnels. C'est un fou qui voit tout de son point de vue, et en fait, ce qu'il voit, c'est à peu près la réalité, sauf que cette réalité s'appelle asile, s'appelle maison des fous. Tous les gens qu'il voit sont d'autres fous qui sont là. Et il les voit dans une ville où sont des gens qui bougent sur les mots d'une conspiration. Donc là, on revient à une idée, pour moi, je reviens à une idée là, un peu réductionniste, de transformer les moindres événements d'un film en conspiration. Pierre Klosowski, d'ailleurs, qui lui aussi était assez obsédé par ça, il faut envisager toute forme de littérature comme un complot. En fait, il faut s'imaginer qu'on est en train de renverser un gouvernement ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser toujours à ces mots fitna, arabe, fitna, qui veut dire séduction et sédition, conspiration et coup de foudre. Donc là, dans les mystères de Lisbonne, ça s'est fait quelque part tout seul, parce que la machine a beaucoup... c'est-à-dire j'étais réceptif à ce que la machine donnait. Mais pour moi, c'était complètement nouveau. Hein. C'était comme dompter un cheval que je ne connaissais pas. Je croyais monter le cheval que je monte toujours, et d'un coup, c'était un autre cheval, très, très difficile à dompter, très sauvage. C'est comme ça que j'ai ressenti le mystère de Lisbonne. Mais c'est comme ça qu'on le ressent, nous aussi. Alors, on retrouve tous les éléments de votre cinéma depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire l'influence du rêve, l'importance donnée au cadrage, la définition que vous donnez du statut du personnage à l'intérieur du cinéma. On retrouve aussi la figure de l'enfant qui inaugure donc les mystères de Lisbonne et qui est très importante à l'intérieur de tout votre cinéma.
Sauf que dans les mystères de Lisbonne, qui sont aussi des lumières d'ailleurs, beau lapsus, il y a aussi le fait que l'enfant, c'est peut-être celui qui conduit tout, celui qui comprend tout, celui qui, malgré la douleur des choses qu'il va apprendre sur sa propre histoire, c'est lui qui va conduire le récit, c'est comme celui qui va nous sortir du labyrinthe, non? C'est-à-dire que l'enfant, pour moi, il continue à être un mystère. Hein. Il est c'est-à-dire dans les livres. Ça, c'est-à-dire, tout d'abord, pour moi, l'enfant, est-ce que il va vivre tout ça? Ou est-ce qu'il l'invente au moment de mourir? Et en fait, on a vu que des prémonitions, des choses possibles, de la même manière que qu'on dit que quand on meurt, on voit tous les passés, toute la vie passée en accéléré. Est-ce que l'enfant n'a pas vu toute sa vie future en accéléré? En accéléré relative, 4h30. Cette double interprétation, cette double lecture, c'est une chose que j'ai pratiquée, mais d'une manière peut-être souvent trop délibérée, et qu'ici ça a été tout à fait naturel. C'est-à-dire qu'on voit les événements, on les suit, tous les péripéties, on rentre, on sort, et on a la distance, on est envoûté à nouveau. Et de toute façon, dans tout cela, il y a toujours la double lecture. Et tout mon intérêt pour les fantômes et pour les éléments extraordinaires vient plutôt que de la réalité ou pas, ou non-réalité des fantômes, du fait qu'on ne peut jamais rien prouver parce qu'il y a toujours la double interprétation. Tout se peut s'interpréter d'une manière naturelle ou fantastique. Et là, ici, c'était pas naturel ou fantastique, mais tout ça, c'est ou les rêves d'un enfant, ou la vision qu'il a de sa vie future, mais il est en train de mourir, ou peut-être quand il meurt, il se voit à lui-même en train de voir son avenir qui, malheureusement, a eu lieu. Donc, Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas de présent. Il y a un futur, il y a un passé, mais il n'y a pas de présent, au fond. Vous êtes un des artistes cinéastes qui maîtrisait le plus cette espèce de collision entre futur et passé, mais vous fragmentez le présent, il n'existe plus du tout. Et pourtant, on dit que le cinéma n'est que présent. Mais oui, mais chez vous, il est C'était remémoration ou projection. Rappelez-vous que Sartre s'est beaucoup trompé, souvent sur les films, parce qu'il disait ça ne peut pas être un bon film, parce que il parle sur le passé. Il a dit ça sur le citoyen Kane de Orson Welles. Citizen Kane? Il a dit Citizen Kane, il a critiqué les films, que ça, c'était pas du cinéma parce qu'il parlait du passé. Or, le passé, c'est du présent, en certain sens. Enfin, parfois, Proust nous explique que c'est plus réel que le présent, le passé. Moi, j'avais inventé parfois, je passe mon temps à inventer des structures mythiques, hein. Je dis, c'est bon, on est tous morts. On ressuscite le matin. On prend les premiers avions vers le passé. On arrive dans le passé, la nuit, et il est déjà le temps d'aller mourir dans un autre lit. Pendant les voyages en avion, il y a des turbulences. Ces turbulences, elle est présent. C'est une manière d'expliquer les sentiments, mais un sentiment post-opium. Donc vous avez Opium délibérément utilisé, enfin plutôt, vous avez accepté cet état de trouble que procure cette maladie qui vous est tombée dessus au moment du début du tournage du Mystère de Lisbonne et donc ces effets d'opium à l'intérieur de la construction de ce film. Ben, le film a été fait avant. Terminé avant. Le film était avant. Mais monté après. Non, ça c'était déjà, le montage, c'était... Non, c'était... j'ai reconnu certaines choses sous les opiates, enfin sous l'effet d'anesthésie, il faut dire de l'anesthésie. Vous l'avez vu autrement à cause de ces effets-là. J'ai vu tellement de choses que je suis très... Bon.
Enfin, il faut dire, c'était douloureux, mais je me suis beaucoup amusé. J'ai vu les papes, j'ai parlé au téléphone avec les papes qui étaient chinois. Le Vatican était une station spatiale qui tournait autour de la Terre. Et le pape a été élu après sa mort. C'est que les journaux disaient, c'est la première fois qu'on a élu un pape mort. Et j'ai parlé avec le pape qui me disait, après la mort, il n'y a rien, je ne vois rien, tout est rouge. Tout est rouge. Après, j'ai comparé avec un autre ami, qui avait eu une expérience, aussi opération grave, aussi mort clinique, coma, tout ça. Et on a comparé, mais à part les délais particuliers de chacun, et il y avait un élément troublant. Les deux, nous avons vu, une guerre civile en Amérique latine. Et alors lui, un professeur universitaire, me disait il faut trouver un troisième. Il faut trouver un troisième pour voir si c'est... Parce que les deux, nous avons pensé à cette histoire de Jung, quand il a vu chez un de ses patients la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle était et telle que les choses allaient se passer. Bon. Après, on en rajoute. Il faut voir, mais l'idée que nous avons vu, lui il l'a vu en Bolivie, moi je l'ai vu en Colombie. Mais la guerre était en toute l'Amérique latine. Et c'était une guerre des drogues, c'était la guerre des drogues. Donc on peut dire que c'est la projection des journaux et tout, mais c'était trop réel. Les péripéties étaient trop réelles, trop claires. C'est vrai que les opiacés donnent cet effet de trop. Mais le fait qu'on a eu les deux, la même chose, ça nous a troublés. Sinon, c'est vrai que cet effet des opiacés m'a servi pour les films que je fais après. C'est-à-dire j'ai perdu la pudeur par rapport à mélanger réalité et rêve, mon rêve vivant. Je le fais maintenant d'une manière plus nonchalante. Ben, vous avez utilisé toujours, depuis le début, le rêve comme matière cinématographique. Mais il est. Si on croit à quelqu'un que j'ai trouvé dans un cocktail une fois à Harvard, où j'ai fait la bêtise d'enseigner pendant une année, et il y avait des cocktails, et dans le cocktail, j'ai rencontré un nommé Hobson, Alan Hobson, qui est un neurologue. Il a écrit un livre qui est traduit en français, Les cerveaux rêvants, mais surtout l'effet que le cinéma produit dans les comportements du cerveau. Et il y a changement, apparemment, il le signale, les changements chimiques, il y a beaucoup de changements. On est en état de rêve. C'est important parce que si vous pensez que, par exemple, dans l'hypnose, le comportement de la personne qui est hypnotisée change complètement. Pourtant, il n'y a rien qui change dans le cerveau. Rien. Alors c'est troublant que la vision d'un film provoque des changements chimiques. Et ça veut dire qu'on rêve le film. Donc la situation de rêve, c'est une situation qui est provoquée peut-être par plusieurs choses, dont les noirs entre deux photogrammes. Que vous utilisez beaucoup. Oui. Et puis, d'une autre manière, la haute définition et les nouvelles technologies provoquent d'une autre manière. Et rappelez-vous que dans le cinéma digital, on peut faire la simulation de 24 images secondes. Donc, on peut avoir les deux effets troublants. Et j'ai réussi à embarquer quelques neurologues, 2 ou 3, à l'université d'Aberdeen, qui ont commencé à demander des subventions, mais c'est pire que le cinéma, là. Toutes les études scientifiques doivent être financées, donc il faut présenter des projets, des scénarios, déclarations d'intention. C'est exactement comme dans les films, et comme dans le terrorisme, d'après ce que j'ai appris. Aussi, il faut un scénario, résultat, je sais pas. Donc, mon but, c'était d'améliorer, afin de maîtriser, tout d'abord, améliorer la technique cinématographique dans le sens de l'émotion cinématographique, de provoquer des émotions, des nouvelles émotions pour lesquelles on n'a pas de nom, par exemple. Mais très vite, là, les collègues qui s'intéressaient à ça, neurologues,
était intéressé par autre chose complètement différente, était de prouver que l'audiovisuel et le cinéma, dans les cinémas, sont des drogues dures, et que donc il faut les réglementer et éventuellement les interdire. Alors là, on a perdu le contact parce que c'est pas trop de sympathie par ce point de vue. C'est une idée qui commence à marcher. Moi, là, j'y suis pour rien. C'est l'idée que le cinéma devient de plus en plus une drogue dure, c'est le cinéma américain. Il se sert des éléments de fascination, d'hypnotisme, tout ça pour intoxiquer. C'est ce qu'on appelle le subliminal ou c'est encore autre chose? Et n'importe quel film, hein, la vitesse de l'image, on parle de films américains surtout. Déjà l'effet vitesse, la manière de traiter la violence, qui est une violence onirique, donc ça crée des pulsions internes. Enfin. Et de là, j'ai entendu aussi dans des couloirs de ministères et dans les cinémas, les contre-arguments qui est assez salutaire, le cinéma peut être justement l'antidote de cette drogue réelle. Le cinéma nous permet de remettre les pieds sur terre, pas forcément un cinéma donc matérialiste dans le sens plat du terme, mais un cinéma qui joue avec les mêmes éléments d'une autre manière, joue avec l'effet de distanciation. On ne peut pas utiliser à cause de Brecht, mais c'est comment ça s'appelle, Norbert Elias utilise l'expression Distanzierung, donc détachement, enfin. Je l'utilise au cinéma, il y a les moments où on rentre, on est fasciné, donc fascination, involvement, être impliqué, non? L'expression est de Norbert Elias encore, et il y a un rythme dont on rentre et on sort, et on passe à l'étape contemplative. Et puis on rentre encore, et là on est bouleversé, ébloui, et puis d'un coup, on se retire. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les mystères de Lisbonne. Mais c'est ce que vous réussissez à faire dans les mystères de Lisbonne, à la fois par la technique de narration, à la fois par le découpage de ce temps. Pourquoi avez-vous décidé de faire donc 4h30 avec différents épisodes, alors que quand vous avez adapté Proust avec Le Temps retrouvé, qui est aussi un film admirable, vous avez décidé d'en faire un film d'un seul tenant. Là, d'où venait cette idée de feuilleton? Est-ce que c'était pour revenir à l'idée du cinéma, de l'origine du cinéma? Moi, j'ai des raisons, deux types de raisons. Des raisons passéistes, donc c'est la nostalgie du feuilleton, et des raisons modernistes, c'est-à-dire c'est Zygmunt Bauman, cette sociologue qui parle de la société liquide. Donc, et il ne parle pas du cinéma, mais il parle surtout des arts plastiques. Et il parle d'une appréhension de la réalité telle qu'elle est, liquide, est une réalité très difficile à saisir. Alors voilà, j'avais donné par exemple à des élèves, mais je l'ai fait souvent pour moi-même, l'exercice suivant. Dans un papier, notez heure par heure, et si possible tous les demi-heures, c'est tout ce qui va arriver demain chez vous. Alors c'est des étudiants, ils habitent la ville d'Aberdeen, ils sont rien de très exceptionnel devrait passer, sauf un accident. Et donc, voyez après et notez qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme les prévisions. Mais un détail. Et puis, ils ont découvert que rien ne s'était passé comme les prévisions. C'était à peu près ça, mais toujours très différent. Et les plus ils y pensaient, les plus ils trouvaient ça différent. Ça nous amène à une idée qui est en fait, dans l'état actuel de la société moderne telle qu'on la connaît,
Et l'instabilité est à la règle du jour. L'instabilité est tous les jours. Vous venez ici, il y a un embouteillage. On le savait quelque part que l'embouteillage était possible, mais d'un coup il tombe là, ça dure. Et puis il y a d'autres petits éléments. Ça c'est un élément banal, mais il y a des éléments plutôt plus profonds. Rien ne se passe comme on l'a prévu, et c'est de plus en plus. Et les feuilletons rencontrent, enfin, cette structure des péripéties liquides, faut utiliser le mot, enfin, je dirais plutôt granuleuses, enfin, que c'est comme des sables mouvants, fait que rien n'est calculable. Et d'un coup, les structures en trois sacs, les structures classiques, les structures avec conflit central, les conflits secondaires qu'on utilise, que c'est la règle, je le rappelle, c'est pas une tendance esthétique, c'est une règle de fabrication, c'est obligatoire. Cette structure n'est plus 100% pertinente parce qu'elle présuppose une société stable. Le personnage de ce type de film est toujours quelqu'un, un homme, une femme, qui mène une vie assez réglée, tout va bien, et d'un coup il y a quelque chose de bizarre. Et puis ça déborde dans tous les sens, et puis c'est la catastrophe, et puis on revient à la normalité. Dans une société où tout est catastrophe, petite catastrophe, où la normalité est une normalité statistique, les structures feuilletonesques parlent plus du monde actuel que les structures classiques. Voilà, c'était mon argumentation. Que je me le donne pour moi-même, parce que en tant qu'intellectuel, parfois il me faut des arguments plus rationnels. En tant qu'intellectuel, Raoul Ruiz, mais aussi en tant qu'amoureux de l'amour, parce que tous vos films, et le dernier l'incarne magnifiquement, c'est quand même des histoires d'amour auxquelles on s'identifie corps et âme, et qui nous entraînent très très loin. Vous êtes aussi un cinéaste de l'amour. Ah mais oui, mettons ça. Oui, c'est vrai. Enfin, les sentiments, même dans des structures les plus abstraites, les sentiments fonctionnent comme un élément moteur. Hein. Il n'y a pas de... L'intelligence est toujours émotionnelle, quoi qu'on dise. Et même si on parle de l'intelligence émotionnelle comme un cas particulier, c'est l'émotionnalité partout.